Bonjour chers amis, je vous accueille sur ce nouveau webinaire que l'on va consacrer à un sujet qui est un peu angoissant, il faut bien reconnaître, hein, c'est celui donc de la santé qui, paraît-il, pourrait être altéré par un usage immodéré, on va dire, donc des mobiles, c'est-à-dire des smartphones et des tablettes. Ça, c'est un vieux sujet qui existe déjà depuis assez longtemps, on en parle beaucoup, mais à vrai dire, on a dit un peu n'importe quoi, on a eu des études qui se contredisaient, des opérateurs qui ne jouaient pas le jeu, des utilisateurs qui étaient donc hypochondriaques. Enfin, bref, on était dans une situation où on ne savait plus du tout où on en était. Alors je vais essayer aujourd'hui de, peut-être pas de clarifier, mais tout au moins de donner un certain nombre d'informations qui pourraient donc nous aider à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais avoir une approche qui est une approche un peu scientifique. C'est-à-dire qu'on va donc revenir aux fondamentaux, à savoir c'est quoi finalement le monde électromagnétique, hein, pourquoi il y a des fréquences, c'est quoi ces machins-là, c'est quoi une longueur d'onde, et on va essayer de poser les choses avec quand même un socle, disons un socle scientifique un peu sérieux. Bien. Et puis on va essayer de donner ce qui nous semble dans l'état actuel des choses de la connaissance, hein, les indices qui nous permettraient peut-être d'être inquiets ou au contraire de se dire après tout, il n'y a pas de péril dans la demeure, on peut continuer. Et d'ailleurs, je terminerai la présentation par quelque chose qui me paraît beaucoup plus grave. C'est en fait la dépendance absolument hallucinante que nous avons maintenant par rapport à entre autres à notre smartphone. C'est plus un comportement anormal, c'est une maladie. Je vais vous donner quelques chiffres quand même qui sont assez significatifs. Donc, vous verrez ce qu'il en est. Bien, alors si vous voulez bien, donc on va procéder comme d'habitude. Donc, je vais vous partager donc mon écran. Voilà, donc les mobiles hein, et la santé, les risques sont-ils réels hein, et je mets donc un point d'interrogation sur on va dire, sur cette question. Alors, le sommaire que nous allons suivre, pour pareil, globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une certaine inquiétude quand même qui est partagée, pas uniquement par des lobbies qui se mettent un petit peu en évidence, mais qui sont un petit peu contre n'importe quoi, hein, contre tout. Là, il y a quand même quelque chose qui est un peu inquiétant. Moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui prétendent ne pas supporter donc, la proximité d'une antenne, même si les antennes, le rayonnement donc électromagnétique qui vient d'une antenne diminue avec le carré de la distance, donc il diminue rapidement. En plus, la théorie des antennes vous montre bien qu'au pied d'une antenne, l'énergie est nulle. Mais bon, il y a des gens, et j'ai tendance à les croire, hein, il y a des gens qui ont donc, qui ressentent en tout cas disons des choses qui ne sont pas très, très normales. Bon. Donc une inquiétude qui est partagée. Moi, vous savez, je prends tout ça avec beaucoup de sérieux, parce qu'après tout, et je parlerai également un petit peu d'histoire, hein, parce que l'histoire nous a appris en tout cas qu'en ne prenant pas de précautions dans d'autres domaines, et je prendrai les exemples de l'amiante, et puis surtout celui de Marie Curie, prix Nobel en 1911, qui est morte donc jeune, d'une exposition trop importante au radium. Et donc, elle a été prix Nobel. Donc, elle n'imaginait pourtant pas que l'exposition donc, à cette radioactivité pouvait être mortelle. Je ne dis pas qu'on va tous mourir, ce n'est pas ça. Mais il faut être prudent. Prudent, principe de précaution, s'informer, regarder ce qui se dit, regarder quelles sont éventuellement les maladies qui existent aujourd'hui. Il y a des cancers hein, qui sont maintenant pratiquement avérés. Hein. Et donc, une inquiétude qui est partagée. On va donc faire un peu de physique, si vous le voulez bien, hein, de physique fondamentale pour bien comprendre donc, de quoi nous parlons. Et on va surtout faire la distinction qu'il y a entre un rayonnement ionisant, celui qui casse les liens dans les molécules et qui arrache les électrons de l'atome et donc provoque des transformations profondes dans la matière,
Alors là, évidemment, ce n'est pas très agréable et surtout, c'est très dangereux. Là, c'est plus précisément, on va dire, les ondes électromagnétiques qui se situent dans les rayons X ou les rayons gamma, donc de radioactivité, qui, eux, ont une énergie colossale et évidemment sont capables de casser. Entre les ondes électromagnétiques ionisantes et celles qui ne le sont pas, qui a priori ne cassent rien, il y a un monde, mais peut-être qu'en ce moment, en augmentant donc les fréquences avec la 5G, la 6G, pourquoi pas la 7G derrière, on a maintenant les Américains, la FCC américaine a commencé les tests sur l'attribution des fréquences du terahertz. Alors, la longueur d'onde qui correspond donc au terahertz n'est pas celle des rayons gamma, hein, évidemment, mais on commence à se rapprocher un peu. Il n'y a pas danger encore pour l'instant, mais c'est quand même une évolution dont il faut parler. Maintenant, vous savez, nous avons un environnement électromagnétique qui n'est pas neutre. En ce moment, chez vous, ici, eh bien, nous avons des rayons gamma donc, qui passent. Bien sûr, il faudrait avoir des compteurs Geiger extrêmement sensibles pour pouvoir les mesurer, mais ça existe. Il y a tout un environnement qui est lié, ne serait-ce que parce qu'il y a des courants électriques, avec des câbles électriques. Un courant qui passe dans un câble, eh bien, ça génère un champ. Et donc, je veux dire, bien sûr, il est très faible, mais peut-être que le cumul, vous voyez, l'adjonction de tous ces champs qu'il y a autour de nous, eh bien, peut être négatif et ne pas et poser des problèmes. D'ailleurs, vous avez bien sûr noté comme moi qu'on essaye aujourd'hui de récupérer ces champs qui nous environnent pour alimenter certains de nos équipements. Alors, pas encore les machines, mais certains capteurs, par exemple. Des capteurs qui n'ont pas besoin de grand-chose, eh bien, on pourrait peut-être pouvoir les alimenter par cet environnement, ce qu'on appelle le harvesting, donc l'environnement. Bien. Donc, notre environnement électromagnétique, hein, on va expliquer ce que sont finalement les critères qui permettent de mesurer cet environnement, principalement avec donc, les smartphones et les tablettes. On va parler des antennes, on va parler donc des smartphones, on va évoquer ce qu'est le DAS, c'est-à-dire le débit d'absorption spécifique, qui en gros, si vous voulez, c'est le nombre de watts que l'on ingurgite et que l'on avale par kilogramme de chair, j'allais dire de viande, non, de chair. Hein. Si je le dis, c'est parce que il y a deux choses. La première, c'est que les enfants n'ont pas la même résistance que nous. Et donc, il faut faire attention avec eux. Ils ont des tissus qui sont beaucoup plus mous. Et la deuxième, c'est que je trouve que les fabricants, les intégrateurs donc, de smartphones passent un petit peu trop rapidement sur des dangers possibles et potentiels qu'il pourrait y avoir sur des DAS très élevés. Pas très élevés. Autour de 1 watt au kilogramme, ce qui était assez classique avec finalement un smartphone, un iPhone, on commence à se dire que peut-être c'est un petit peu gênant. Et c'est devenu, malgré tout, un argument. C'est-à-dire qu'un argument publicitaire, on vous dit, moi, je vous sors un nouveau smartphone, il fait 0,8 watts au kilogramme, et on vous dit, c'est génial, c'est pas beaucoup. Moi, je pense que c'est trop. J'expliquerai, je pense qu'il faudrait ne pas dépasser le 0,1, mais malheureusement, il n'y a pas consensus au niveau de la planète. D'ailleurs, on va regarder quelles sont les contraintes réglementaires, alors que nous sommes ici en famille, entre Canadiens et Français, donc on va surtout regarder ce qui se fait donc au Canada et donc en France. Hein. Il y a des lois, hein, et malheureusement, elles ne sont pas toujours les mêmes. Et par exemple, ce que je regrette, c'est que, enfin, ce que je constate plutôt, c'est que les Canadiens ont un peu tendance à reproduire les réglementations américaines. Tout au moins dans ce cas-là. Hein. Ce n'est pas du tout une critique. Hein. Simplement, c'est vrai, les Américains ont quatre éléments qui permettent on va dire, de caractériser donc, cet environnement électromagnétique. Eh bien, on retrouve à peu près la même chose on va dire, dans le cadre légal canadien. Bon. Alors, les malades, est-ce qu'ils sont malades ou pas? Est-ce qu'ils sont hypochondriaques ou est-ce qu'ils sont pas du tout? Moi, je pense que certains d'entre eux sont effectivement malades. Et donc, on parlera de sensibilité donc, électromagnétique avec la réalité d'aujourd'hui. Et puis, donc, je vais vous donner tout ce que l'on peut dire actuellement donc, en matière finalement, de maladies, de cancers, de dérèglements, etc. Et donc, et je rappellerai donc, le fameux problème donc, de Marie Curie, je le rappelle, prix Nobel donc, en 1911 pour la découverte du radium. Et puis, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, j'ai un peu l'impression que, on va dire, les dangers de santé qui sont liés donc à l'usage immodéré peut-être de ces téléphones
qui ne sont plus vraiment des téléphones, hein, c'est rien à côté de la fameuse nomophobie. C'est du délire total. Hein, délire total. Une enquête récente disait que entre 70 et 90% des personnes, eh bien, ce sont des Américains, et dans des milieux bien précis. Eh bien, reconnaissaient, consultaient leur téléphone au moins une fois toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. C'est incroyable. Voilà, donc, ça fait presque partie de nous-mêmes. Alors donc, on va expliquer donc, ce dont il faudra se souvenir. Bien, 66% de la population américaine donc, souffre de cette fameuse nomophobie. Alors, est-ce que c'est une peur irraisonnée? C'est vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes physiques, hein, je viens de vous le dire, qui génèrent des ondes électromagnétiques. Bon. Je vous dis des fils électriques, des connexions sans fil, le micro-ondes. Hein. Bon. Et ça vous génère donc des champs électromagnétiques qui peuvent être des champs électriques ou des champs magnétiques. Ce n'est pas la même chose. Et une onde électromagnétique va être le regroupement de ces 2 champs électriques et magnétiques qui se propagent dans le même sens. Simplement, ils sont perpendiculaires l'un à l'autre. Bon. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on peut penser que certains, quand même, délirent complètement. Est-ce que c'est une peur irraisonnée ou pas? J'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, rien n'est véritablement prouvé. Il faut être prudent, on est bien d'accord. Mais je ne pense pas aujourd'hui que dans l'état actuel de la technologie, de l'usage des fréquences et de ce que nous faisons, il y ait vraiment un risque majeur. Alors, il y aura toujours des cas, tout le temps, hein, où on aura donc des maladies qui pourront être issues de ça, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que certaines maladies que l'on a imputées donc, à l'environnement électromagnétique donc, généré par les smartphones et les tablettes, eh bien, en fait, c'était plus compliqué que ça. Et ça venait d'un ensemble de critères qui étaient liés aux pièces dans lesquelles on se trouve, les machines qui y sont, le climat, l'humidité, enfin, des choses qui sont un peu bizarres hein, et qui finalement contribuent d'une certaine manière à ces maladies que l'on a attribuées peut-être un peu trop vite à l'environnement généré par les smartphones et puis les tablettes. Alors comme toujours, hein, dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un flou, vous voyez arriver toutes sortes de groupes qui brandissent donc les pancartes en disant c'est fini l'électromagnétisme, la planète est en danger. Enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Vous voyez ici sur cette image, vous voyez quelqu'un qui a donc calfeutré donc, ses fenêtres avec de l'aluminium et un certain nombre donc, disons, de protections. Il est convaincu, alors peut-être qu'il le ressent réellement, hein, il est convaincu, alors je crois qu'il a un environnement de champ électrique de 7 voltmètres. Alors 7 voltmètres, ce n'est pas grand-chose hein, pour une antenne, c'est 4 ou 5 téléphones de type DECT par exemple, hein, les fameux DECT. Ce n'est pas quelque chose d'invraisemblable. Hein. Alors de là à se transformer, faire un blocos avec des protections partout, bon, peut-être que lui est inquiet, hein, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer. Et bien souvent, d'ailleurs, ce sont des postures, hein, donc des peurs irraisonnées. Alors, c'est une inquiétude qui est partagée. Hein. Je vous dis donc que notre environnement électromagnétique n'est pas neutre. On a évoqué donc les rayons gamma, mais on va y voir ça d'un peu plus près. Donc, et puis, il y a le Wi-Fi donc également, qui nous entoure. Lui, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas lui qui est le plus dangereux. On dit qu'il est à peu près 6 fois moins dangereux qu'un smartphone. Mais on a vite fait de lui dire c'est de sa faute, c'est à cause de lui que je suis malade. Mais il y a également le champ magnétique terrestre. Il y a un champ magnétique qui existe. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, vous avez des rayonnements qui sont permanents hein, et que vous pouvez mesurer. Alors, maintenant, vous ne pouvez pas empêcher donc, des personnes d'être inquiètes parce que certains sont hypocondriaques hein, ou ont trouvé donc, une posture là-dedans. Et le problème vient de l'usage. C'est que dès que vous dépassez un certain niveau d'usage, 10 heures par jour, ça commence à faire beaucoup. Là, je précise tout de suite un chiffre. Il y a un organisme français qui s'appelle l'ANSES, qui a dit qu'à partir de 1 heure d'usage d'un smartphone moyen, pendant 4 ans,
ça fait à peu près un peu moins de 1800 heures, hein, eh bien, il y a un risque non négligeable de certains cancers du cerveau et du nerf auditif. D'après l'ANSES, qui est une structure particulièrement sérieuse, dont j'ai tout à fait confiance, ils ne disent pas ça par hasard. Donc, ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme l'alcool ou autre chose. Hein. Si on abuse de ces choses-là, peut-être que ça peut provoquer effectivement des désagréments très, très gênants. Mais cela dit, sur un usage pas trop important, peut-être que ce n'est pas le cas. J'ai bien dit peut-être, parce qu'on n'est pas du tout certain de ce qui se produira dans 20 ans ou dans 30 ans, en particulier avec le cumul des ondes électromagnétiques. Moi, je pense que quand même, malgré, disons, la faible inquiétude que j'exprime ici, hein, je pense qu'il faut quand même faire preuve de paranoïa. Et donc, il faut regarder ça de près. Ne pas écouter n'importe qui, mais suivre ça de près. Et les ressources humaines devraient faire bien attention aux protections qu'il y a dans certaines salles machines, dans certaines salles dans lesquelles il y a beaucoup d'équipements donc portables, générateurs a priori donc d'électromagnétique importants. Donc il faut être paranoïaque, ce qui devient à mon avis maintenant une qualité et non plus donc un défaut. Alors je vous ai dit qu'on va faire un peu de physique. Voilà. Pardonnez-moi si on va revenir un tout petit peu donc, sur nos bancs de l'école, mais de toute façon, ça sera un bien pour un mal ou un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça nous permettra de réviser un certain nombre de choses. Je rappelle quelques principes fondamentaux. Un rayonnement électromagnétique, c'est un transfert d'énergie. C'est ça. Or, la physique nous apprend qu'il y a deux manières de modéliser, car la physique, ce n'est rien d'autre que de calquer des modèles sur des choses que l'on constate. Et donc, il y a deux manières de modéliser donc on va dire, ce rayonnement électromagnétique. On peut faire de la physique dite corpusculaire, c'est-à-dire que cet environnement électromagnétique est caractérisé par des particules. La lumière, ce sont des photons, donc des particules sans masse. Hein, ou alors le courant électrique, ce sont des électrons qui se déplacent et qui créent donc, et qui génèrent d'ailleurs donc des champs électriques. Mais on est bien dans la physique corpusculaire. Bien. Et il y a une autre manière de voir, qui est la physique, la mécanique ondulatoire. Hein, c'est-à-dire qu'une onde électromagnétique, elle se caractérise donc par la combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique, je vous dis, qui se déplacent dans le même sens, mais qui sont perpendiculaires donc l'un à l'autre. Et donc, la physique a toujours été comme ça. La physique corpusculaire, la mécanique des quanta, tout ça, c'est une partie de la physique donc qui touche le rayonnement électromagnétique, mais vous avez également tout ce qui est physique ondulatoire, avec des grands physiciens comme De Broglie, par exemple. Et donc, je ne dis pas que ça s'oppose, mais c'est deux manières de présenter finalement les mêmes phénomènes que l'on constate. Quand on parlera de fréquence, on parlera d'ondes de physique ondulatoire. Et quand on parlera de particules, évidemment, on sera dans un modèle de particules. Bien. La propagation, alors c'est un phénomène, hein, propagation donc, de quelque chose, qui se caractérise par des phénomènes que l'on constate. Hein, c'est-à-dire l'atténuation, le signal qui diminue, l'absorption, très important dans notre cas aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de transformer cette énergie en une autre énergie et d'être absorbée. Et donc, on voit par exemple aujourd'hui la 5G, on n'est pas très inquiet globalement sur la 5G. Pourquoi? Parce qu'elle pénètre fortement certains matériaux, mais par contre la peau, là par contre elle est très gênée, elle ne pénètre pas plus de quelques millimètres de peau. Et donc, vous me direz, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Donc, vous voyez, cette notion d'absorption, qui est à la base donc, de ce critère d'EDAS, c'est quand même important. Et puis, en optique, c'est rien, c'est simplement l'analyse et l'étude donc, des ondes électromagnétiques, hein, c'est rien d'autre. Et bien, il y a diffraction, la réfraction, les interférences, etc. Ce sont des choses que l'on connaît bien. Alors, le rayonnement électromagnétique, il impacte la matière. Nous sommes de la matière. Le cerveau, c'est de la matière. De 4 manières. Soit par une méthode dite par la vibration, hein, qui engendre un effet thermique. Et je vous dis tout de suite que c'est cet effet-là qui aujourd'hui est considéré comme le plus dangereux, c'est-à-dire un réchauffement des cellules, des tissus. Vous avez tous remarqué, quand vous restez avec votre téléphone pendant une demi-heure ou une heure dans l'oreille, vous avez l'oreille qui est chauffée. C'est pas normal, hein. Ce n'est pas le cerveau qui a chauffé l'oreille, hein, c'est le téléphone.
Donc, il y a un transfert, vous voyez, donc un transfert par une opération qui va donc générer donc un effet thermique. Et entre autres sur les infrarouges, qui, comme vous le savez, sont effectivement les plus dangereux. Il y a une autre manière, c'est la ionisation, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des ondes électromagnétiques qui vont arracher les électrons ou qui vont casser les liens qu'il y a dans une molécule entre les atomes. Et donc là, en particulier, c'est donc très vrai sur de très très hautes fréquences, hein, et donc les très basses longueurs d'onde, celles qui correspondent aux rayons gamma et aux rayons X. Hein. Donc ça sera entre les ondes électromagnétiques qui sont ionisantes ou qui ne sont pas. Mais vous avez également des réactions, on va dire, photochimiques aux fréquences de la lumière. Et on va voir que dans notre sujet ici, la lumière bleue, hein, qui fait partie du spectre visible, hein, la lumière bleue est quelque chose qui semble très ennuyeux. Parce que nos équipements donc smartphones, tablettes et machines, ordinateurs, hein, eh bien, font un usage très fort de cette lumière bleue. Et on l'accuse, peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, on l'accuse, et j'en parlerai, donc on l'accuse quand même de tous les maux aujourd'hui. Hein. Donc c'est une réaction photochimique à certaines fréquences de la lumière, ici en particulier sur la lumière bleue. Et puis ça peut générer également des courants induits. Hein. Un rayonnement peut générer un courant et qui lui-même peut être destructeur, ou simplement uniquement gênant. Donc un rayonnement électromagnétique, je vous dis toujours, avec cette double approche corpusculaire ou ondulatoire, eh bien, on aura différentes façons d'impacter donc la matière. Alors, pour être un peu plus complet sur donc, ces aspects de physique, hein, parce que vous les retrouverez toujours. Alors moi, je préfère donner les définitions, même si c'est un tout petit peu abscon, hein, et qu'on n'est plus tout à fait dans notre domaine du TI, mais enfin bon, pourquoi pas. Hein. Alors, il y a 3 éléments que vous devez prendre en compte. Il y a le champ électrique, le champ magnétique et puis les ondes électromagnétiques, qui sont donc les combinaisons donc, des 2 précédents. Alors, ce sont ces champs électriques et magnétiques et ondes électromagnétiques qui sont supposés être les grands dangers, hein, devant lesquels nous nous trouvons. Alors, pour le champ électrique, d'abord, il s'exprime en volts par mètre. Alors, c'est lié à l'existence d'une tension électrique, l'existence d'un courant électrique. C'est une force dite statique qui va s'exercer sur d'autres charges, et donc en attraction ou en répulsion. Et sa valeur va varier donc en fonction de la distance du ressenti et de la tension, d'où volts par mètre. Vous voyez, c'est une notion donc, qui est très liée à la distance. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est une force statique. Bien, pour les scientifiques, alors je vous donne la définition, hein, pour les scientifiques, un voltmètre, ça correspond à l'intensité d'un champ électrique qui exerce une force de 1 newton, vous savez que c'est l'unité donc des forces, hein, sur une charge électrique de 1 coulomb. Là aussi, c'est l'unité donc des charges électriques. Bon, dans l'industrie, il nous arrive assez souvent d'utiliser les kilovolts par millimètre, qui est égal en fait à 1 million de voltmètre. Mais cette notion de voltmètre, vous allez la retrouver tout le temps, parce que les antennes, eh bien, on dira il a telle valeur de voltmètre ou par mètre. Et les contraintes réglementaires dans les différents pays vont vous dire, vous les fabricants, intégrateurs donc des antennes pour apporter des services donc, aux utilisateurs, eh bien, ne doit pas dépasser, mettons, 60 voltmètres ou même moins, 5 voltmètres ou 6 voltmètres. C'est l'unité. Ce n'est pas le champ magnétique, ça. Le champ magnétique, lui, c'est une force dynamique et non pas statique. Elle est générée par un courant électrique et donc par des déplacements donc, de charge électrique, si on s'en réfère donc, au modèle donc, corpusculaire. Si aucun courant ne circule, ben, il n'y aura pas de champ magnétique. Mais, par contre, si un courant passe, alors là, parce que vous avez allumé quelque chose, hein, une lampe par exemple, eh bien, le champ magnétique est généré et la valeur du champ magnétique, elle est proportionnelle à l'intensité du courant que vous avez créé. Hein. Alors, lui est exprimé en ampères, et c'est comme pour le champ électrique, c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Hein, on parlera de ampère-mètre. Alors, généralement, on lui préférera une autre appellation qui sera une subdivision que j'utiliserai d'ailleurs un peu plus loin, qui est le micro-Tesla. Le micro de Tesla étant une unité du nom d'un très grand scientifique
d'Europe de l'Est il y a un certain nombre d'années. Et bon, de champs électriques magnétiques. Alors maintenant, vous pouvez l'oublier. Hein. Rappelez-vous simplement champ électrique des voltmètres, statique, champ magnétique, dynamique et micro-Tesla. Bon. Maintenant, l'onde électromagnétique, c'est un phénomène qui, lui, se répète d'une manière continue, selon une certaine fréquence. Et donc, elle comporte cette onde électromagnétique en même temps un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent perpendiculairement l'un à l'autre selon une certaine direction. Bien. On dit qu'ils oscillent à la même fréquence, ce que l'on caractérise par vous savez, le fameux oméga de l'équation y égale sinus oméga t plus phi, où oméga est la pulsation. Pardonnez-moi si j'ai fait un tout petit rappel de cette chose-là. Bon. Alors, maintenant, les effets des champs sont modélisés, donc, alors ça c'est pour les scientifiques, par des équations, hein, comme toujours. Hein. Donc, ce sont les fameuses équations de Maxwell, d'un Britannique qui s'appelle donc Maxwell, qui a donc pondu 4 équations. C'est horriblement compliqué. Et en fait, ce qui est quand même assez fascinant là-dedans, c'est qu'en partant de ces 4 équations, vous êtes capable de réinventer tout le monde qui nous entoure. Et en particulier, vous pouvez partir de ces 4 équations, à condition d'avoir le bagage mathématique pour ça, et vous pouvez démontrer un phénomène d'optique, par exemple, qui est la réfraction. N1 sinus E1 égale N2 sinus I2. Vous savez, quand un faisceau lumineux tombe sur un cristal, eh bien, il est dévié. Voilà, N1 sinus E1 égale N2 sinus I2. Bon, la physique vous apprend que vous pouvez démontrer des choses que nous constatons à partir de ces fameuses équations de Maxwell. Alors, je vous dis tout de suite, mathématiquement, alors vraiment, ça n'a rien d'évident. Hein. C'est rien d'évident, mais bon, ça fait appel à des opérateurs. Alors, juste une petite parenthèse, puisqu'on est entre nous. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que la physique, plus vous avancez en physique, plus les opérateurs mathématiques deviennent restreints. C'est-à-dire que c'est un triangle, un carré, et plus il y a derrière des choses horriblement compliquées. Alors, vous savez, entre le Laplacien, l'Alembertien, tous ces machins-là, il faut vraiment être du métier, hein. Puis il faut être un peu percuté quand même, enfin percuté, non, dans le bon sens en tout cas, hein, pour ne faire que ça. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Bon, notre environnement, on oublie un tout petit peu, notre environnement maintenant. Regardez, je vous ai mis ici un schéma avec un certain nombre d'éléments caractérisés par leur champ électrique et par le champ magnétique. Alors, le champ électrique, par exemple, vous avez ici une échelle qui va de 0 à 200. Vous voyez qu'un tuner, par exemple un tuner donc de radio, eh bien, peut atteindre 180 volts par mètre. Mais vous me direz, mais 180 volts par mètre, c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est beaucoup. Alors, en tout cas, ce n'est pas négligeable. Hein, puisque je vous dis, la loi, par exemple en France, des antennes, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'antenne supérieure à 5 voltmètres. Vous voyez? Et vous avez, chez vous, vous avez un tunnel qui, en plein emploi, est capable donc de générer ça. Un réfrigérateur, 120 voltmètres. Alors, vous direz, on peut toujours contester les chiffres. Hein, ça dépend évidemment des équipements. Là, j'ai pris quand même des équipements qui sont significatifs. Un fer à remplacer, lui aussi, c'est pas neutre. Un mixeur, c'est à peu près une centaine de voltmètres. Hein. Un sèche-cheveux, c'est 80 voltmètres. Une machine à café, oui, on descend à 60. Une ampoule électrique. L'ampoule électrique, qu'on le veuille ou non, c'est un transfert d'énergie également. Vous voyez, et donc on peut dire que c'est à peu près de l'ordre de 5 voltmètres. Alors qu'une antenne mobile, calculée à peu près à 1 mètre de l'antenne, je vous ai dit, l'intensité du rayonnement électromagnétique diminue avec le carré de la distance, donc évidemment à 1 mètre c'est déjà beaucoup moins, 10 voltmètres, c'est quelque chose qui est assez classique. Donc vous voyez, on dit, ah c'est pas bien vous qui vous installez des antennes partout, d'ailleurs depuis que vous en mettez, qu'est-ce que je suis malade, parce que dans ma tête ça grésille, c'est ce que j'ai entendu, hein. Mais en fait on est entouré de choses qui devraient déjà nous faire grésiller depuis longtemps.
Si on regarde du côté des champs magnétiques maintenant, champs magnétiques, ben, vous avez ici en micro-Tesla, donc un certain nombre de chiffres qui vous sont indiqués, avec vous voyez par exemple un lave-vaisselle à 1 mètre de distance, c'est entre 0,07 et 0,3 micro-Tesla, ce qui n'est pas négligeable. Un ordinateur, c'est à 1 mètre d'ordinateur, mais en général, on a le décollé dessus, c'est entre 0,01, vous voyez, à peu près de l'ordre de 0,01 micro-Tesla. Bon, vous pouvez regarder, hein, la télévision, ça va de 2,5 à 50 micro-Tesla. Hein, quand vous mettez votre nez à 3 cm. Alors évidemment, on ne passe pas notre vie à 3 cm de l'écran. Mais vous avez quand même remarqué une chose. Quand vous vous approchez de l'écran, quand vous touchez l'écran, sur les écrans catholiques, hein, je parle, eh bien, vous n'avez pas entendu le grésillement. Il se passe des choses bizarres qu'on ne voit pas, hein, qui sont à la surface de l'écran. Bon, vous me direz maintenant, on utilise d'autres technologies, mais ça montre bien qu'on avait quand même un environnement magnétique qui existait, et donc il n'y a pas que les antennes sur lesquelles il faut hurler. Alors, si on résume, hein, si on tient compte de l'ensemble des risques, et pas simplement le réchauffement des tissus, qui est encore une fois le reproche numéro 1 que l'on fait donc à tous ces équipements, on voit qu'il y a des risques qui peuvent apparaître, hein, dans les champs électriques, c'est à partir de 1 voltmètre. Hein, et puis surtout de 0,2 à 0,4 micro-Tesla pour les champs magnétiques, c'est-à-dire entre 500 et 1000 fois moins que les préconisations officielles. Alors, ce que je vais vous dire sur les préconisations, c'est qu'à mon sens, elles sont totalement fausses. Elles sont beaucoup trop élevées. Et qu'en fait, alors c'est curieux parce que pour les antennes, on peut imposer peut-être des rayonnements qui sont très faibles, puisqu'on dira pas au-dessus, mettons, de 5 voltmètres, mais ça voudra dire qu'il va falloir mettre énormément d'antennes, hein, forcément, si elles sont moins puissantes. Mais par contre, sur les autres équipements, qui sont eux aussi générateurs de désagréments donc, et éventuellement donc, de maladies, eh bien, on n'est pas aussi rigoureux. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. Alors, heureusement, la nocivité de tous ces champs donc, diminue très fortement avec la distance de perception. Hein. C'est vrai qu'à 30 cm, le champ magnétique émis par la plupart des appareils donc, ne dépasse pas 1/100 donc, de la valeur. Voilà, donc ça, il faut se le dire. En tout cas, c'est ce que nous enseigne un organisme qui s'appelle le CIPTMI, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants. Bien. Donc, vous voyez déjà, il ne faut pas se focaliser uniquement donc, sur nos machines et sur nos smartphones. On a un environnement électromagnétique. Je le rappelle, parce que c'est ça qui est fondamental. Dès lors que vous avez un courant qui passe, des particules qui se déplacent, vous voyez, et un champ magnétique et électrique qui se déplace également, constituant donc une onde électromagnétique, eh bien, vous avez des risques. Voilà, c'est tout. Et donc, vous en avez énormément. Bien. Alors, le véritable danger, hein, c'est là-dessus que je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est les fameuses ondes ionisantes. Alors là, on va plutôt pencher du côté de la mécanique ondulatoire, c'est-à-dire l'expression, la caractérisation d'une onde électromagnétique par sa fréquence, son amplitude. Vous voyez, donc des choses que l'on connaît, la fameuse équation, donc Y égale A sinus oméga t plus phi, que personne n'a oublié, j'en suis certain. Alors, le risque ici, d'abord, il faut se rappeler d'un certain nombre de choses. Par exemple, la formule dite d'Einstein, hein, qui est W égale HF, qui montre que l'énergie rayonnée, elle est proportionnelle à la fréquence donc d'usage qui est exprimée en Hertz, et également avec un coefficient par rapport à un coefficient qui est la constante de Planck, qui est donc le fameux H, Planck étant un grand physicien de mécanique quantique, qui vaut 6,625, 10 puissance moins 34. Alors ça ne sert à rien si c'est dans les dîners en ville, mais c'est simplement pour vous fixer donc, les idées. Alors ça veut dire quoi? Ça c'est très important. Ça veut dire que le rayonnement il est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Et est proportionnel à la fréquence, puisque la longueur d'onde, lambda, est égale à C sur la fréquence. C'est-à-dire que plus la fréquence augmente, plus la longueur d'onde diminue, et le coefficient entre les deux, c'est la vitesse de la lumière. Et comme vous savez, cette vitesse est égale à 299 792 km à la seconde. Là encore, ça ne sert à rien, mais bon, pour être complet. Alors c'est ça, c'est vraiment très important. Quand on parle de fréquences très élevées, ça veut donc dire des longueurs d'onde très basses. Or, les longueurs d'onde très basses, très basses, hein, c'est le cas de dire, c'est celle des rayons X et des rayons gamma.
Hein, là, on est, quand on exprime ça donc, en angstrom, on est entre 0,3 à peu près 0,6 angstrom. Je rappelle que l'angstrom, c'est le 10-8 cm, 10-10 mètres, c'est-à-dire un dixième de milliardième de mètre de longueur d'onde. Donc on est vraiment sur des longueurs d'onde extrêmement basses, hein, tout à fait. Alors là, évidemment, avec des fréquences qui sont très élevées. Or, la tendance du moment, avec la 5G et puis la 6G, c'est quand même d'augmenter les fréquences. Hein, maintenant, on arrive au terahertz. Alors, on est encore loin, évidemment, de ces ondes ionisantes, mais c'est quand même, à mon sens, quelque chose qu'il faut donc prendre en compte. Hein, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, ce que je dirais à la fin, vous savez, il n'y a aucune différence sur le fond entre une onde électromagnétique, un rayon gamma de radioactivité d'une bombe atomique avec un téléphone. C'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Il y a les fréquences, il y a les amplitudes, il y a des rayonnements, oui, c'est exactement la même chose. C'est simplement les valeurs qui ne sont pas les mêmes. C'est ça. Mais au fond, le rayonnement électromagnétique qui va générer le téléphone et qui va rentrer dans le tympan, c'est pareil qu'un rayon gamma émis par une bombe atomique. Simplement, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Mais il faut toujours avoir ça en tête, hein, et de se dire que peut-être, en jouant les apprentis sorciers, peut-être qu'on exagère un petit peu maintenant. On va peut-être un petit peu trop loin là-dedans. Bon. Alors, maintenant, on a dit que les ondes ionisantes, donc à très très faible longueur d'onde et très haute fréquence, elles traversent le corps, elles, en massacrant ce qui se passe. Alors, tout ce qui est apporté, on détruit tout. Ce n'est pas le cas des ondes non ionisantes qui, elles, traversent en partie, on va dire, donc les tissus, mais normalement, sans grand dommage. Sinon, il y a bien longtemps qu'on serait tous réduits d'une manière un peu curieuse. Bien. Bon. Alors, quels sont les impacts que l'on peut indiquer aux ondes? Bon, les choses qui me paraissent assez réelles. Hein. Bon, d'abord, les risques thermiques, c'est vrai, sont avérés. L'élévation de la température corporelle, par exemple dans l'oreille, hein, ça s'accompagne toujours souvent de troubles neurologiques, par exemple des pertes de conscience, une certaine confusion. Je ne sais plus très bien, je ne sais pas très bien où on est, ça fait 10 minutes que je suis sur quelque chose, mais je ne sais plus ce que je cherche. Et également des convulsions. Ça, c'est l'effet thermique, et c'est le seul qui est véritablement pris en compte aujourd'hui par les organismes internationaux pour essayer d'éviter de partir dans des maladies trop graves. L'hypersensibilité, elle est également réelle. La souffrance, donc, pour laquelle malheureusement on n'a pas d'explication. Je vous dis, des personnes me disent j'ai un routeur Wi-Fi à côté, Wi-Fi, dès que j'approche, ma tête grésille. Bon. En fait, ce que l'on croit savoir maintenant, c'est que ce phénomène qui est probablement ressenti et qui est d'autant plus ressenti que la personne est âgée, eh bien, va dépendre d'un certain nombre de critères. Il n'y a pas que ça. Ça peut être la présence de produits chimiques, le fait que la personne fume ou pas. Et ça, c'est démontré. La présence du radon, hein, le fameux radon 86, qui est un gaz qui existe à l'état naturel dans notre environnement. Hein, donc le radon, pas confondre d'ailleurs avec le radium. Les ultraviolets, qui peuvent également jouer un rôle là-dedans. Est-ce que les ultraviolets, donc on est sur, au-delà donc du violet, les ultraviolets qui sont très dangereux, bien entendu, qui sont ceux qui nous font bronzer, et non pas les infrarouges, eh bien, ces ultraviolets peut-être jouent un rôle. Plutôt, on peut aussi les accuser de ce qui ne va pas. Par ailleurs, autre élément qu'on peut admettre aujourd'hui, c'est les difficultés d'endormissement. On ne dort plus. Alors ça peut être dû, par exemple, à la lumière bleue. Alors, je rappelle que la lumière bleue, c'est la partie du spectre visible qui va de 0,38 microns à 0,45 microns. Donc, vous savez, en gros, on dit que le spectre visible, ça va de 0,3 à 0,8. Et entre les deux, vous avez une grosse partie, ce qu'on appelle donc, on appelle ça donc la lumière bleue, hein, qui est très utilisée par les équipements informatiques et particulièrement par les smartphones et puis par les tablettes. Alors, on est surexposé, évidemment. Hein. Alors, des études récentes ont montré, c'est vrai que la lumière bleue n'est pas simplement donc, générée par le smartphone, réduction a entraîné donc, vraiment des désagréments importants, réduction donc, de l'acuité visuelle, augmentation de ce qu'on appelle le DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire, qui est liée donc à l'âge.
perturbation de l'horloge biologique. Ça nous modifie ce qu'on appelle la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil. Alors, on ne dort plus. Alors, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas uniquement, encore une fois, donc les smartphones et les tablettes. On a accusé également nos équipements de faire baisser la fertilité. Moi, je n'ai aucun chiffre aujourd'hui qui permette de corroborer donc, cette affirmation. Bon. En termes de problèmes auditifs, le doute est permis. Il y a des gens qui vous disent que quand ils sont à côté d'un équipement de type smartphone ou quand ils utilisent un smartphone, ils entendent des choses dans leur cerveau. Bon. Encore une fois, je ne mets pas en cause ce qu'ils disent. Ils entendent des choses. Alors, ces choses, elles sont générées par quoi? Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Hein. D'entendre des bruits bizarres, des trucs qui sont curieux. Alors, est-ce que ça vient du téléphone ou pas? Moi, je pense qu'au moins le doute est permis. Hein. Peut-être que le smartphone ou la tablette et l'environnement électromagnétique entretient, peut-être augmente cette perception donc, de ce son que l'on entend dans le cerveau, mais après tout, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Vous voyez, bon, le doute est permis en tout cas. Alors finalement, est-ce que les malades sont malades? Donc, déjà, ce qu'on peut dire, est-ce qu'ils sont hypochondriaques ou non? Il y en a certainement qui sont hypochondriaques, hein. Mais par exemple, on parle aujourd'hui de SISM, vous savez, c'est le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, hein, qui devient d'ailleurs une maladie qui est reconnue donc, par l'OMS, hein, qui se manifeste par des maux de tête, des fourmillements, c'est ce que je viens de dire, hein, dépression, déficit d'attention et perte de mémoire, et pour lesquels on devient de plus en plus sensible. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. De toute façon, on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Hein. Donc, vous voyez, ça déjà quelques remarques que l'on peut faire sur le véritable danger. L'OMS, à travers son organisme, le CIRC, dit qu'il peut y avoir donc, un lien direct entre l'usage d'un mobile et puis les cancers. Alors là, on est carrément sur les cancers. Alors ça remonte déjà à quelques années, hein, et ils ont classé donc, les ondes électromagnétiques qui viennent donc, des téléphones en catégorie dite 2B, potentiellement cancérigène. Mais quand on regarde bien ce que dit l'OMS, c'est pareil finalement que le café ou des légumes dans lesquels vous mettez de la vinaigrette avec du vinaigre et de l'huile. Bon. Alors, d'après l'OMS, hein, à partir de 30 minutes d'usage, le mobile par jour, hein, le mobile peut devenir cancérigène. Moi, je crois que c'est un petit peu exagéré. D'abord parce que je n'ai trouvé aucune étude scientifique qui a prouvé cette hypothèse. Et puis surtout, l'analyse des registres de cancer n'a pas montré d'augmentation significative des cancers depuis l'arrivée de la téléphonie mobile. Alors, on peut mettre dans le même bain la remarque faite par l'ONCE, cet organisme français qui dit qu'avec 1 heure d'usage pendant 4 ans, on a un risque avéré donc, du fameux cancer du nerf auditif et du cerveau. Bon. Alors, on a d'autres mesures, hein, d'autres constats qui ont été faits. Le NCRP, donc, qui est un organisme américain, lui, il est un peu plus réaliste et il indique comme valeur limite, lui, 10 voltmètres pour les champs électriques et puis 2 micro-Tesla pour les champs magnétiques. Donc, ça réduit quand même beaucoup de choses et ça te permettrait normalement de faire un peu le ménage dans tous les équipements dont nous nous servons. Il y a une étude qui a été menée par l'ASEF, qui est l'Association Santé-Environnement France, qui a mesuré l'impact des antennes sur la santé des habitants qui vivent à proximité des antennes, dans un endroit, une belle région donc française. Hein. Eh bien, 43% des personnes se sont plaintes de ce qu'on appelle des acouphènes. Les acouphènes, ce sont, vous voyez, c'est ça, des bruits qui viennent à l'intérieur du corps. C'est ce qu'on évoquait avec l'acoustique dans le cerveau. Ça s'appelle des acouphènes. Bon, 55% ont déclaré des troubles du sommeil. Et 43% se sont donc effectivement, vous voyez, 27% pardon, se sont plaints, ont eu des difficultés de concentration. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ce sont les chiffres. Je crois qu'il y a forcément un petit truc de vrai là-dedans, tout au moins un peu inquiétant. Mais de là à ce qu'ils soient tous malades, ça, j'y crois quand même un peu moins. En tout cas, aucune étude aujourd'hui n'a montré, on est en 2021, hein, le lien qu'il y aurait donc entre les ondes émises par les mobiles et les dérèglements, par exemple, du système cardiovasculaire. Parce que là aussi, on l'a dit, j'ai un infarctus du myocarde, ça vient d'un usage trop important du téléphone. Aucune étude n'a permis de corroborer ça. Bon. Et par contre, il y a une étude qui a été très importante, qui a été menée, c'était en 2016, par un organisme qui s'appelle le NTP,
donc est un de toxicologie, hein, qui ont fait donc on va dire, des études sur deux groupes de rats. Au passage, j'ai mis les PIRA à côté parce que ce qu'on leur fait subir, c'est pas très marrant. Hein. Enfin bon, bien, des petits rats donc, qui nous sauvent la vie bien souvent. Ils ont fait deux groupes. Le NTP a fait deux groupes, donc un groupe de, on va dire, qui n'avait rien, qui n'utilisait pas les téléphones, et puis un autre groupe qui, lui, était exposé à de fortes émissions donc, électromagnétiques venant donc, de téléphones, un environnement électromagnétique assez important. Et bien, ce qu'ils ont constaté, c'est que le groupe témoin n'a eu aucun cancer et que le groupe exposé a eu entre 1,1 et 3,3 tumeurs du cerveau, selon les expériences qui ont été menées. Je ne vois pas pourquoi il dirait comme ça pour le plaisir. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui, a priori, pourrait être au moins regardé. Voyez. Alors, si on regarde les réseaux sans fil, hein, plus précisément les réseaux sans fil, donc smartphones, etc., moi, je vous dis, aujourd'hui, on n'a aucune idée sur les effets possibles à long terme. Hein. J'ai déjà parlé de l'environnement, donc ce n'est pas quelque chose qui me semble tout à fait crédible. Le Wi-Fi a donc une mauvaise réputation, mais je vous l'ai dit, 6 fois moins donc, de radiation qu'un téléphone, qu'un smartphone. Toutefois, le Wi-Fi utilise donc une fréquence au moins jusqu'à sa version 802.11n, avant le AX, hein, et le AY, eh bien, c'était 2,4 GHz. Or, je vous signale que les micro-ondes, nos équipements donc, de micro-ondes, qui ont une puissance émise qui sont en gros de 500 à 1000 watts, hein, sont extrêmement générateurs d'électromagnétique, bien évidemment. Eh bien, on va dire que ces micro-ondes sont beaucoup plus dangereux dans la pratique et ils utilisent une fréquence qui est proche du 2 GHz. Alors, aucune étude n'a encore prouvé que c'était vrai, mais j'ai tout de même rencontré un certain nombre de scientifiques et de médecins, dont certains à Québec, qui me disaient que la proximité de cette fréquence de micro-ondes avec le 2,4 GHz qui est utilisé par le Wi-Fi pourrait expliquer ou justifier ou faire comprendre qu'il y aurait quelques problèmes. Voilà. Bon, de tout ce qu'on peut dire, en tout cas, sur ce sujet. Au sujet maintenant des DECT, les téléphones, vous savez, les téléphones que l'on pose dans son salon, la base est reliée à votre réseau téléphonique par un câble, mais par contre, votre téléphone, lui, il est amovible, vous pouvez vous promener avec. Eh bien, ce que l'on ne sait pas, c'est que d'abord, ce téléphone DECT émet donc un champ magnétique qui est relativement important, de même un champ électrique qui est important. Et donc, excusez, on va couper au montage. Eh bien, il a quand même une énergie rayonnante qui est entre 0,7 et 1,3 voltmètres. Donc, ce sont des petites antennes. Des antennes qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à celles que l'on va trouver dans les villes, hein, qui ne sont pas très énergisantes, hein, si on peut dire, mais donc qui voudraient, c'est pas neutre non plus. Hein. Alors, antenne et smartphone, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Être exposé pendant 24 heures à une antenne de 1 voltmètre, petite, hein, je le reconnais, mais ce qu'on trouve assez souvent en ville, ça provoque les mêmes inconvénients, on l'a dit, que téléphoner pendant 30 secondes et 24 heures pour l'antenne. Le smartphone a une puissance émise qui est plus faible qu'une antenne de base, ce qui est vrai, parce qu'une antenne de base, avec la 5G et la 6G maintenant, c'est autour de plusieurs milliers de watts, hein, de puissance émise. Hein, alors qu'avec la 3G et les précédents réseaux cellulaires, on était plutôt en dessous d'une centaine de watts. Donc on a franchi un gap très important. Hein. Donc, voilà, une puissance émise du smartphone qui est beaucoup plus faible. Une antenne, par contre, peut avoir un signal de sortie très élevé, mais ça diminue rapidement, comme je vous l'ai dit, avec le carré de la distance. Et puis en plus, le smartphone, lui, il n'émet que le temps de la connexion. Une antenne, par contre, elle émet en permanence. Donc évidemment, ça peut être considéré comme très gênant. Alors, les critères maintenant, les critères de mesure de ces risques.
D'abord, sur les antennes, c'est très variable, hein. Selon les pays, on a des pays qui sont très contraignants, hein, et donc on dit, voilà, il ne faut pas dépasser, mettons, 6 voltmètres. D'autres pays, c'est 60. Ce serait peut-être bien de se mettre d'accord, hein. D'ailleurs, ce que je remarque là-dedans, c'est le silence assourdissant de certains intégrateurs qui ne parlent pas trop du risque qu'ils pourraient potentiellement provoquer chez leurs utilisateurs. Alors, deux critères donc importants. Ce qu'on appelle le PIR. Le PIR, c'est la puissance isotrope rayonnée qui mesure la puissance émettrice maximum d'un équipement. Voilà. Et puis, vous avez le fameux DAS, donc débit d'absorption spécifique, qui mesure l'énergie absorbée par un usager, ramenée donc en watts par kilogramme. Et en général, bon, les contraintes, c'est entre 1 et 2 watts au kilogramme. Je pense que personnellement, c'est beaucoup trop. Et vous avez ici, sur ce dessin, vous avez la pénétration donc, des ondes selon l'âge des personnes. Un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans et puis un adulte. Pour un enfant de 5 ans, vous voyez que l'absorption est de 4,49 watts au kilogramme. Ça diminue après. Hein, avec un enfant de 10 ans, c'est 3,21 watts au kilogramme. Et pour un adulte, ce n'est plus que de 2,93. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il vous plaît, ne donnez pas de téléphone à un enfant de moins de 5 ans. D'abord, maintenant, on les donne à des enfants de 3 ans ou 2 ans parce que ça éveille leur intellect. Oui, non, mais il faut faire à part. Hein. Il ne faut pas faire ça. Parce que, on va dire, le côté, les tissus sont mous et donc sont extrêmement... ils récupèrent donc ces ondes qui, bien sûr, ne sont pas ionisantes, on est d'accord. Mais quand même, ce n'est pas normal. Hein. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, certains intégrateurs n'hésitent pas à se servir du DAS comme d'un argument publicitaire. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est donc, on va arriver à la 5G maintenant. La 5G, donc, elle est plusieurs caractéristiques hein, donc de ce réseau cellulaire, et en particulier le fait qu'on utilise maintenant des bandes de fréquences pour une même communication. Hein. Des bandes de fréquences qui ne sont pas situées au même endroit. Il y en a qui peuvent être au-dessous du gigahertz, d'autres qui peuvent être au-dessus, 3,5 gigahertz par exemple, voire d'autres qui sont entre, mettons, 25 et 45 gigahertz. Hein. Ce qu'on trouve aux États-Unis, en Europe, c'est à peu près pareil. Hein. Et puis, vous avez maintenant une montée en puissance. D'abord, ça a été les ondes millimétriques. Millimétriques, ça va jusqu'à 300 gigahertz. Et maintenant, on va jusqu'à 1 terahertz. Alors, si vous vous rappelez la formule, donc lambda égale C sur F, bien, vous divisez 299 792, vous divisez par la fréquence, vous allez voir que vous allez avoir une longueur d'onde qui n'est pas celle, bien entendu, des rayons X et des rayons gamma, mais qui est quand même pas neutre. Hein, c'est pas quelque chose de neutre. Hein. Alors, on va vers le terahertz. Alors, je pense qu'effectivement, on pourrait se poser des questions sur ce sujet-là. Voyez, donc, alors, pour l'instant, on dit que le terahertz ne dépasserait pas le 30 terahertz. Mais quand même, 30 terahertz, c'est pas rien. Hein. Donc, alors, la caractéristique de ces ondes-là, c'est qu'on a un très fort pouvoir pénétrant, un petit peu contradictoire d'ailleurs, à travers certains matériaux qui ne sont pas conducteurs et qui ne contiennent pas d'eau. Donc, ce n'est pas notre tissu humain. Hein. Les vêtements, le papier, le bois, les cartons, etc. Et en particulier, l'intérêt, c'est que ça permettrait de rentrer plus facilement sur ces fréquences-là dans certains endroits où c'est plus difficile, hein, certaines habitations. C'est peu énergétique et ce n'est pas ionisant non plus. Donc, a priori, ça ne serait pas nocif. Les premières tentatives, les premiers essais de tests ont été lancés maintenant, ça y est, et des licences qui vont durer 10 ans. Donc, on peut considérer que ça va arriver, on est en 2021, ça va arriver autour des années 2030 à peu près. Alors, les avantages de ces hautes fréquences, c'est plus lié à la santé, mais sur la disponibilité de spectres beaucoup plus larges, c'est des interférences qui sont faibles avec l'environnement, c'est vrai. C'est une taille des antennes qui diminue avec la montée en fréquence, ce qui est très intéressant pour embarquer ça dans des téléphones qui sont de plus en plus petits, voire dans d'autres équipements qui ne seront pas nécessairement des téléphones. Mais par contre, inconvénient, on a dit, donc, plus la fréquence est élevée, plus on peut avoir des soucis donc, pour pénétrer donc, les immeubles. Ça dépend de quoi c'est fait. Hein. La sensibilité, donc, ils sont très sensibles à l'environnement physique, le feuillage des arbres, par exemple, les gaz de l'atmosphère. Bon, et puis, on peut se poser des questions sur le rapprochement par rapport aux rayons X et aux rayons gamma. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faudrait pas oublier, c'est qu'au-delà de 10 GHz,
10 GHz, on est dans la 5G, là, hein, donc courante. Hein. L'énergie électromagnétique ne pénètre pratiquement plus dans le corps. 99% des rayonnements sont absorbés par la peau et par l'œil. Et leur énergie est trop faible pour casser l'ADN et détruire les cellules. Donc, ce n'est pas ionisant. Hein. Le seul risque avéré serait l'effet thermique. Ça, oui, on va avoir les oreilles qui vont chauffer, mais ce n'est pas pour autant que ça serait dangereux. Moi, je vous dis simplement ce qu'il en est aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez regarder ça d'un peu plus près, je vous recommande d'aller regarder les résultats d'une étude qui est menée par le Cosmos Group, un groupe britannique, qui est en train de faire une étude de 250 000 personnes, dans lesquelles il y a essentiellement des gens d'Europe du Nord, je l'avais déjà indiqué lors d'un précédent webinaire, et qui ne sont pas des gens de l'Europe du Sud, et dont on dit qu'ils sont protégés par l'usage de l'huile d'olive, entre autres, et d'une alimentation qui s'oppose à cette, on va dire, cette maladie électromagnétique. Donc, il n'y a pas d'Européens du Sud, pas de Français, pas d'Italiens, pas d'Espagnols, il n'y a que des Danois, des Anglais, etc. Et les résultats sont absolument sidérants, ils sont publics, et je vous recommande d'aller regarder ça. C'est une étude qui va durer entre 20 et 30 ans. Alors, je vous ai mis ici, c'est vraiment pour l'illustration de mon propos, un petit peu comment tout ça se situe. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui est en bas de ce schéma, avec, vous voyez les fréquences, 1 GHz, 2 GHz, 4 GHz, etc. On voit également, alors le 25 GHz, c'est maintenant la fréquence couramment utilisée, on va dire, sur la 5G. Et puis au-dessus, ce qui est montré en jaune ici, donc ce sont des ondes millimétriques, et puis on va vers le terrestre. Simplement, histoire de positionner tout ça, et également par rapport aux usages, hein, radioastronomie, les radars militaires, la météo, la radiodiffusion par satellite, etc. Donc ça, c'est l'avantage de ça, c'est qu'au moins, on voit où se situent donc les éléments dont on parle. Alors, quelques contraintes réglementaires, mais je vais passer très vite, donc je précise quand même qu'il y a un flou absolument total sur le sujet, ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs, parce que personne n'est d'accord, et ça concerne essentiellement, je vous l'ai dit, les effets thermiques. On essaie de limiter donc, les champs magnétiques et électriques de manière à ce que les effets thermiques ne soient pas trop élevés. En France, on a des normes qui sont assez protectrices, hein, avec un facteur 10 de sécurité pour les travailleurs et un facteur 50 donc pour le grand public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait multiplier par 10 les rayonnements avant d'être en contradiction. Vous voyez, donc on impose des règles qui sont vraiment très, très contraignantes pour le bien donc, des gens. Alors, d'autres réglementations, aux États-Unis, vous avez les CFR, hein, vous avez la CFR 1.1307-1310 et la 2.1093 qui traite de ça, c'est la FCC qui a fait ça. Et au Canada, on a donc une norme qui est la norme CNR, donc 102, qui définit à peu près les mêmes choses aux États-Unis, avec quelques différences sur quelques critères. C'est un petit peu la même idée. Et en France, on a une loi qui remonte à 2014 et qui fixe un petit peu donc, les seuils au-delà desquels on peut ne pas aller. Non. En particulier, ils imposent de ne pas dépasser 5 voltmètres, ce qui explique pourquoi il y a énormément d'antennes partout. Parce qu'après tout, on pourrait en mettre moins, très puissante, tout le monde serait malade, mais là, on en met beaucoup plus, mais d'une énergie qui est moins importante. Bien, alors, pour terminer, si vous voulez, cette présentation, moi, je vous ai parlé un petit peu donc, de santé. Je ne crois pas que la santé soit le plus ennuyeux. Moi, je crois que ce qui est le plus ennuyeux, c'est la fameuse nomophobie, c'est-à-dire l'hyperconnectivité. C'est-à-dire qu'on devient fou avec ce machin-là. Alors, je vous donne quelques indications. Le premier geste en vous réveillant est de consulter votre téléphone. Au restaurant, le téléphone reste bien en évidence sur la table. Et il nous arrive souvent de vérifier les mails pendant que le steak refroidit. On envoie 50 textos par jour parce que les relations, ça se cultive. Bon. On consulte notre téléphone sans raison, même quand on n'a pas de message, sait-on jamais. On ne peut pas vivre un moment agréable sans en informer nos amis de Facebook. On poste des photos, le barbecue dimanche dernier, enfin n'importe quoi. On n'éteint jamais totalement notre téléphone au cinéma. Et si quelqu'un cherchait à vous joindre, vous vous rendez compte? Alors ça s'appelle la nomophobie. Bien. Alors, qui vient de no mobile phone phobia, hein. C'est la motivation, c'est la peur de ne plus avoir votre téléphone. Alors 66% des personnes souffrent de ça. Alors, ce qui est assez amusant, alors, je ne sais pas si c'est très très juste tout ça, 77% pour les 18-24 ans. C'est vrai qu'eux, on va leur greffer un téléphone, ce sera pareil. 70% des femmes sont anxieuses de perdre leur téléphone contre 61% des hommes.
Je ne fais pas de sexisme. Voilà. Moi, je me contente simplement d'indiquer les chiffres que l'on connaît. 66% des personnes dorment à côté de leur téléphone. Et 20% préfèrent ne pas avoir de chaussures pendant une semaine plutôt que de perdre leur mobile. Vous vous rendez compte? 72% des personnes reconnaissent ne jamais s'éloigner de plus de 5 pieds, à peu près un peu moins de 2 mètres, hein, de leur mobile. Et ce que je peux dire, c'est que les Français sont aussi malades que les Américains ou que les Canadiens. Ils sont nomophobes. Alors, pour terminer, quelques petites choses. D'abord, il faut être prudent. Moi, je vous dis, j'ai repris l'exemple terrible, tragique de Marie Curie, prix Nobel donc, en 1911 pour la découverte du radium, morte donc, à 66 ans, donc en 1934, et elle est morte dans des conditions épouvantables. Elle était totalement irradiée. Alors, si je l'ai mis, c'est simplement pour dire ne baissez pas la garde. Ce n'est pas parce que pour l'instant on pense qu'il n'y a pas trop de danger, mais ne baissez pas la garde. Regardez ça de près. Il faut convaincre les ressources humaines des entreprises de s'informer, de continuer de s'informer sur le sujet. Aujourd'hui, 87 ans après sa mort, cette grande Marie Curie, eh bien son corps est toujours radioactif. Et oui. Et pourtant, il y a 3 cercueils, dont un avec du plomb de 2,5 mm. Et on est 87 ans après. Et donc, c'est complètement fou. Donc, et aujourd'hui, parce qu'elle a été irradiée avec du radium-226, dont la période est de 1600 ans. Alors, je rappelle qu'une période radioactive, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de la masse radioactive se transforme en émettant des tas de saloperies. Et donc, 1600 ans pour que la moitié, alors donc dans 100 000 ans, il y a encore la pauvre Marie Curie. Tout ça pour dire que elle était prix Nobel de physique. Ce n'est pas n'importe qui, Marie Curie. Une grande physicienne, elle en est morte. Donc, je pense qu'on peut faire la même chose exactement avec l'amiante. Hein. Pendant très longtemps, l'amiante qui est présente dans la nature, hein, il n'y a pas de souci. On a fabriqué des matériaux qui étaient nocifs pour la santé. Hein, ça a provoqué par inhalation des pathologies respiratoires, parfois cancéreuses. Donc, ce qui fait qu'on se fait rattraper par les maladies. Alors, pour plaisanter, j'ai mis ici donc, une solution, hein, c'est que une solution, ça serait peut-être d'acheter un blocos. Hein, il existe encore un certain nombre donc, en Normandie. On s'y installe, hein, là on devrait être tranquille, mais surtout on ne se sépare pas d'une combinaison comme celle-ci. Enfin, bon, c'est quelque chose qui n'est pas vivable. Alors, pour finir, ce dont il faudra se souvenir, d'abord, vous l'avez constaté, je dis des choses, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Alors, par contre, il y a des choses qu'il faut bien avoir en tête. Et c'est ça que les ressources humaines devraient avoir dans leur tête. D'abord, il y a la cacophonie des pseudo-études et le manque de sérieux du discours des scientifiques, qui ne sont jamais d'accord. Et absolument pour rappeler un peu la Covid-19, hein, un petit peu la même idée. Hein. C'est la montée en fréquence que j'ai évoquée avec le terahertz, hein, parce que le W égale HF et le lambda égale C sur F, ce ne sont pas des légendes, hein, c'est des réalités physiques. C'est la multiplication du nombre de mobiles qui doit quand même vous interpeller, et qui sont des émetteurs électromagnétiques et également d'objets, de capteurs, donc IoT. Donc c'est un bien pour un mal, mais si vous avez 100 milliards d'émetteurs, comme on dit que ça devrait être le cas donc en 2025, l'environnement électromagnétique va être perturbé. C'est la multiplication du nombre d'antennes, hein, le fait qu'on diminue la puissance rayonnée, donc mettons entre 1 et 5 voltmètres, mais vous augmentez le nombre d'antennes, évidemment, vous allez couvrir tout ça, donc ce n'est pas forcément une bonne chose. C'est le cumul des ondes. Là, par contre, on n'en a aucune idée. Et moi, c'est une chose qui m'inquiète, ça. On a des ondes qui peuvent se cumuler avec le Wi-Fi, le téléphone, les rayons X, etc. Ça peut se cumuler. Et qu'est-ce que nous savons du cumul des ondes électromagnétiques dans le futur? On n'en sait rien. Et voire même, ce que j'ai évoqué avec la 5G, l'utilisation de fréquences disjointes. Hein. Ça, c'est l'une des grandes caractéristiques de la 5G, mais ça peut aussi poser des problèmes. Il est toujours en tête l'usage par les très jeunes enfants. Hein. Il faut avoir connaissance de la situation et puis tenir compte, faire attention aux délires entretenus par certains opposants qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi, qui n'ont pas une approche que, moi je pense, c'est la bonne attitude que je vais vous indiquer juste après, et certains juristes qui ont trouvé là-dedans un moyen pour faire beaucoup d'argent, en attaquant je sais qui, pour 10 000 personnes qui se disent toutes malades depuis qu'il y a des antennes.
Ce que je vous suggère comme bonne attitude, d'abord, c'est d'avoir une approche scientifique et de ne pas croire en une étude tant qu'elle n'a pas été reproduite. Ouais, ça, c'est fondamental. Ce n'est pas toujours possible. Et si ce n'est pas possible, on n'en tient pas compte. Privilégiez une analyse globale et pas uniquement fondée donc, sur une étude particulière. Et soyez vigilants sur les méthodologies employées. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter simplement de regarder les résultats, on va regarder comment ça a été obtenu. Et je pense que là, on pourrait commencer à avoir quelques idées quand même sur ce sujet. Bien, je vais conclure sur ce point-là. Donc, je vous rappelle que cette présentation sera donc disponible demain, comme d'habitude. Les prochains webinaires, je vous attendrai donc le 5 novembre prochain. On va parler des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers qui sont apparus dans l'ETI, mais pas simplement dans l'ETI. Là, c'est donc, voilà. Donc, je vais stopper donc, le partage de mon écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vous ai beaucoup fait avancer donc, dans notre connaissance des dangers que pose l'usage des mobiles, hein, mais moi, je vous dis ce qu'il en est. J'essaye en tout cas, c'est le discours que je tiens auprès des responsables informatiques, voire des responsables d'entreprise, qui me posent la question. On ne sait pas très bien, mais soyons quand même prudents. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site Le Marçon. Et puis, écoutez, merci infiniment pour votre écoute et à la prochaine fois.